Bonjour à tous. Cette présentation est vouée à faire le point sur ce que peut apporter la philosophie à la psychiatrie. Donc c'est pas vraiment de l'assistance, c'est pas vraiment de l'éducation, peut-être du soutien, en tout cas de la philosophie sans doute, mais il va falloir comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot philosophie et en quoi ça peut apporter quelque chose à la sémiologie notamment. Alors il faut comprendre que sémiologie, psychiatrie et puis philosophie, c'est comme une rencontre. Donc c'est une rencontre qui peut bien se passer ou qui peut mal se passer, qui peut durer plus ou moins longtemps, des fois voilà, qui est plus ou moins houleuse et mouvementée. Alors, c'est aussi important de comprendre que aujourd'hui, je vais faire une introduction à ce que peut apporter la philosophie, donc je vais vous montrer la face supérieure de l'iceberg, et bien sûr, il y a énormément de concepts et d'outils que je ne vais pas présenter et que je vais devoir résumer. De la même manière, la flèche montante indique qu'il faut connaître ces principes, il faut connaître ces outils, il faut connaître les sous-bassements de notre sémiologie, les sous-bassements de nos théories, ou en tout cas savoir comment elles fonctionnent, afin de bien comprendre la sémiologie. Donc vous voyez, ce sont des flèches qui se complètent, et des fois on a la face supérieure de l'iceberg qui correspond à la sémiologie, et des fois on doit comprendre la philosophie qui correspond à la face inférieure de l'iceberg. Certes, il s'agit d'une présentation de philosophie, mais il faut bien comprendre que l'ensemble de ces concepts sont issus d'une littérature internationale, de World Psychiatry, du New England, et en fait, ce sont des concepts qui sont retrouvés de manière sous-jacente dans les articles de haute qualité. Alors, commençons par le début. Il faut se convaincre du fait que l'espèce psychiatrique, la brique élémentaire, c'est très important à prendre en compte. Une espèce psychiatrique, c'est un mot qui peut résumer ce qu'on appelle une catégorie, un trouble, une entité, un syndrome, une maladie, mais c'est un mot qui est indépendant de toutes les théories et de tous les modèles, par exemple du fait qu'une maladie, nécessairement, ça se rapporte à une entité sous-jacente. Donc le fait d'utiliser une espèce, le terme espèce psychiatrique, ça permet de rester globalement athéorique. Pour faire cela, on va utiliser trois outils qui sont utilisés habituellement en philosophie. C'est les méthodes, les théories et les modèles. Les méthodes, c'est comment on récupère les entités de la clinique. Donc comment on récupère par exemple des signes et des symptômes ou d'autres entités biologiques. Ce sont les briques de la maison. Et la maison elle-même, c'est une théorie. Globalement, il faut comprendre qu'une théorie, ça peut être psychodynamique, ça peut être neuroscientifique. Il y a des théories qui sont mutuellement exclusives ou d'autres qui sont complémentaires. Et puis ces théories, elles peuvent permettre de créer des modèles. Les modèles, c'est le ciment qui met ensemble les données, donc les briques de la maison, pour permettre de construire des théories qui sont solides. Ces modèles, ils répondent donc à des théories, et ils peuvent être de différents types, mais il faut comprendre que, contrairement aux théories, ils sont fragiles, ils sont mouvants, ils dépendent des données, et ils dépendent du progrès scientifique, du laboratoire, de la question du chercheur, et bien sûr du patient. Tout cela nous permettra d'aborder ce qu'on appelle le pluralisme. Le pluralisme, c'est tout simplement le fait qu'il existe une pluralité de méthodes, une pluralité de théories et une pluralité de modèles. Alors lorsqu'on parle de philosophie de la psychiatrie, donc on parle de philosophie d'une science particulière, d'une science psychiatrique, donc philosophie des sciences s'appelle épistémologie. L'épistémologie de la psychiatrie, elle se distingue en trois grands champs, parce qu'on peut regarder la psychiatrie comme une activité clinique, certes, mais on peut regarder la psychiatrie comme une science, on peut la regarder comme une organisation du social, et on peut la regarder comme une activité clinique. Donc vraiment avoir une vision supérieure de qu'est-ce que c'est faire de la sémiologie, qu'est-ce que c'est faire du soin, qu'est-ce que c'est faire développer des thérapeutiques. Alors en détail, ces trois champs, la psychiatrie conçue comme science, conçue comme organisation du social ou comme activité clinique, si on les détaille rapidement, on peut comprendre que la philosophie de l'esprit, ça veut dire qu'est-ce que c'est le lien entre le cerveau et l'esprit. Est-ce que l'esprit, il émane du cerveau? Est-ce qu'il est plus que le cerveau? Est-ce que c'est une fonction du cerveau d'un point de vue cognitiviste, d'un point de vue connexionniste? La philosophie des neurosciences, finalement, est une réflexion sur l'apport des neurosciences, notamment ce qu'elles peuvent apporter en psychiatrie clinique, mais aussi est-ce qu'on doit les croire. Si on est par exemple neurolâtre, on idolâtre les neurosciences, ou si on est par exemple neurophobe, si on ne croit pas aux neurosciences, finalement on ne croit pas à leur apport, on a des positions très différentes. Et enfin, la philosophie analytique, c'est un peu expliquer qu'est-ce que c'est
comprendre qu'est-ce que c'est une preuve, qu'est-ce que c'est expliquer un mécanisme, qu'est-ce que c'est justifier ce mécanisme, y a-t-il une causalité entre des mécanismes sous-jacents du cerveau et les signes et les symptômes. Voilà. Donc bien sûr, ces trois champs, ils se complètent. L'organisation du social, donc on va interroger qu'est-ce que c'est le langage, donc ça il y a une longue réflexion issue de la théorie, des théories psychodynamiques sur le langage, le signifiant et le signifié, mais on sait aussi que le langage est performatif, le fait de parler crée d'une certaine manière des actes. Culture et interaction sociale, ça touche plus à qu'est-ce qu'une norme, qu'est-ce que c'est une déviance sociale, comment on l'analyse, qu'est-ce qu'une norme sociale selon Goffman, et puis on étudie le statut du symptôme, les significations, les combinaisons par exemple d'un point de vue phénoménologique. Et puis un troisième point, c'est la psychiatrie conçue comme activité clinique. Alors la psychiatrie conçue comme activité clinique, on va la détailler en 3 points. On va donc comprendre qu'est-ce qu'un trouble par rapport à qu'est-ce qui n'en est pas un, donc le normal par rapport au pathologique. On va regarder comment ce trouble-là est mis dans une classification et ça va nous permettre de voir qu'est-ce que c'est. Alors je dis trouble, on pourrait dire espèce, parce qu'en fonction de la classification dans laquelle on met ce trouble, il ne s'appelle pas toujours un trouble. Des fois, il s'appelle une maladie, des fois, il s'appelle un syndrome, des fois, une catégorie, comme dans le DSM, et finalement, le mot espèce permet de les regrouper tous ensemble. Alors le problème, c'est que tous ces modèles, ils permettent de distinguer ce qui est un trouble de ce qui n'en est pas un. Mais, on a besoin de beaucoup d'autres choses en psychiatrie pour traiter, ou plus généralement d'un point de vue social, politique, expérientiel, pour savoir ce qu'est un trouble en soi, au-delà du fait qu'il n'est pas normal. Alors, voilà, connaître qu'est-ce que c'est notre entité psychiatrique, donc voyez où je veux en venir, qu'est-ce que c'est l'espèce psychiatrique, ça sert à prédire, à diagnostiquer, à pronostiquer, à prendre en charge, à beaucoup de choses cliniques, mais je ne l'ai pas marqué, ça sert aussi à décider d'un point de vue social qu'est-ce qui doit appartenir à une communauté institutionnelle ou pas, d'un point de vue politique qu'est-ce qui doit être pris en compte, d'un point de vue administratif et financier, économique bien sûr, et puis d'un point de vue expérientiel pour le patient également. Alors ça demande de savoir qu'est-ce que c'est un trouble en soi, donc de quelle espèce il s'agit. Or, la psychiatrie est une activité clinique, donc au lieu d'aller regarder exactement qu'est-ce que c'est cette espèce, d'aller chercher de manière philosophique, on va regarder l'activité clinique de la psychiatrie. Et il faut comprendre que ce qu'est un trouble, c'est ce qu'on en fait. Ce que le praticien considère, c'est cela qui va définir l'espèce psychiatrique. Alors, qu'est-ce que le praticien considère ? Il faut regarder comment il classe un trouble. Dans la tradition, on a 2 perspectives pour classer les troubles. Perspective qualitative, perspective quantitative. Donc c'est vraiment une séparation arbitraire, mais globalement, on peut classer les choses, alors classer au sens large, on ne va pas mettre dans des cases, mais on peut regarder le trouble de manière phénoménologique, ou psychodynamique, ou centrée sur les valeurs de manière narrative, ou selon des ontologies. Et puis, on peut regarder les troubles de manière quantitative, c'est-à-dire selon des classifications descriptives comme le DSM, processuel, les approches en réseau, des classifications neuroscientifiques ou statistiques, et puis d'autres plus accessoires. Mais on voit que la classification psychodynamique existe. Elle propose de mettre les troubles seuls dans des catégories, dont on connaît bien sûr la névrose et la psychose, et puis des classifications plus accessoires. Donc finalement, en fonction de ces perspectives, on va avoir des manières de voir la psychiatrie très très différentes. Alors il faut comprendre qu'il y a des sous-bassements théoriques, philosophiques, épistémologiques aux classifications. Je ne vais pas détailler le tableau en entier, mais globalement, chaque classification appartient à une théorie. Chaque classification possède une variable latente, c'est-à-dire à quoi il renvoie derrière. Et puis il y a des inférences, des styles de raisonnement, c'est-à-dire des méthodes, et puis bien sûr des espèces, c'est-à-dire que chaque trouble, chaque entité qu'il classe, est différente. Alors, maintenant qu'on a compris qu'il y avait des classifications différentes, entendues au sens large de ranger les entités psychiatriques, on comprend donc qu'il y a des entités psychiatriques qui sont bien différentes. Si, par exemple, on utilise le modèle du DSM, donc il faut comprendre le modèle du DSM au sens large, tel que les psychiatres actuellement en France conçoivent le trouble psychiatrique comme une somme de critères. Alors bien sûr, ils ne vont pas se référer à tous ces critères à chaque fois, en tout cas pas tous les psychiatres, mais globalement, notre espèce, elle est pratique, c'est-à-dire que notre entité, notre trouble psychiatrique, il est pratique. On classe des items parce qu'en pratique, ça nous sert à les traiter. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Parce que lorsqu'on regarde des classifications statistiques, ces classifications utilisent des espèces qui sont cliniques, c'est-à-dire qu'elles sont issues de patients qui se ressemblent, qui ont des traits qui sont globalement similaires, et c'est pour cela qu'ils sont dans des cases.
Ce n'est pas du tout pour les traiter d'une certaine manière. Et puis il y a des classifications neuroscientifiques. Les patients, ou en tout cas les fonctions, seraient globalement dans des cases, des cases qui sont ensemble parce qu'elles répondent à des fonctions du cerveau, à des fonctions neuroscientifiques, à différents niveaux d'analyse. Donc vous voyez, le trouble psychiatrique, l'espèce psychiatrique, l'entité que l'on manie, diffère largement en fonction de la classification qu'on utilise. Cette métaphore cynique, décrite en 1912, disait déjà que faire de la nosologie, c'est-à-dire utiliser des classifications, c'était verser un liquide d'un ensemble de bouteilles dans un autre ensemble, pensant chaque fois qu'on faisait mieux. Donc on change la couleur de la bouteille, on change l'étiquette, on passe du DSM-3 au DSM-5, et en fait, finalement, on manie la même chose au fond, la même réalité. Alors, on est quand même plus confiant quant à l'existence du liquide, donc c'est l'espèce psychiatrique, c'est cette chose en soi que l'on manie, plutôt que dans celle des bouteilles, des classifications. Ça nous fait donc dire que le liquide, c'est bien la brique élémentaire de la psychiatrie, les bouteilles, c'est des classifications. Et ces classifications, elles sont relatives au contexte. Donc s'appuyer sur les classifications pour comprendre ce que c'est un trouble psychiatrique, donc dire par exemple, le trouble psychiatrique, c'est ce qui est inscrit dans le DSM, eh ben, c'est un peu limite. Alors, il y a l'importance de définir qu'est-ce que c'est ce liquide. Alors, on va le reprendre, cela en liquide, en détail. Avec ce schéma, on a une vision globale de notre entité psychiatrique. Nous avons donc compris que l'entité psychiatrique dépend de la classification qui est utilisée. L'entité psychiatrique, dans le DSM, est une espèce pratique. Elle sert à agir. Finalement, lorsqu'on utilise cette entité psychiatrique via une classification statistique, elle sert également à agir, mais elle est basée un peu plus sur la clinique. Alors que lorsqu'on utilise cette entité psychiatrique à travers un modèle d'approche en réseau, c'est-à-dire de symptômes qui se renforcent mutuellement, on a une espèce qui est également pratique, elle sert à agir certes, mais elle est dite complexe, c'est-à-dire qu'elle interagit, elle agit comme un système complexe, elle est formée de symptômes en interaction. Inversement, lorsqu'on utilise une classification neuroscientifique, eh bien, on a une espèce qui est naturelle parce qu'elle renvoie à des processus naturels du cerveau. C'est une grappe de propriétés mécaniques, donc des propriétés mécaniques sont des ensembles de paramètres biologiques, par exemple des neurones connectés, de la biochimie, de la biologie, de la génétique, tout cela est connecté et cela forme un ensemble de fonctions cérébrales. Donc on peut comprendre une espèce clinique en haut comme un ensemble de symptômes interconnectés. Voilà. Vous avez donc un patient qui a dessiné des symptômes, donc on voit en rouge par exemple l'anxiété, et puis en bleu la dépression, et puis en vert par exemple des troubles du sommeil. On voit que ces symptômes ils sont connectés entre eux. Chaque patient qui a des troubles du sommeil a sans doute des troubles de la concentration et donc peut par exemple avoir des difficultés au travail et ce qui peut ressentir sur son humeur, etc. Donc on a une espèce qui est complexe, qui est clinique et qui sert à agir. Et puis c'est connecté à un ensemble d'entités biologiques qui sont sous-jacentes. Donc on se retrouve avec ces deux modèles finalement, des entités psychiatriques qui sont très cliniques, qui sont faites de symptômes, et des entités psychiatriques qui sont très neurobiologiques, qui sont faites de mécanismes en interaction. Alors, la grande question, c'est que cette espèce, elle est transitoire puisqu'elle évolue en fonction de l'évolution du patient. Donc on peut imaginer que les signes et les symptômes, ils évoluent en fonction de l'évolution de la maladie ou de la vie du quotidien du patient. Et puis, de la même manière, les mécanismes biologiques évoluent en fonction du temps. Mais cette espèce, elle évolue aussi en fonction du chercheur, en fonction de la question. On ne va pas aller rechercher les mêmes mécanismes, on ne va pas rechercher les mêmes symptômes. Un entretien fait par un psychodynamicien n'est pas un entretien clinique fait par un neuroscientifique, globalement. Et puis, en fonction du lieu, des techniques et surtout des progrès de la science, donc en fonction des époques, on ne va pas du tout avoir le même trouble psychiatrique. Globalement, cette triple relativité, elle pose problème. Alors, au-delà de ce problème que l'espèce psychiatrique va dépendre de beaucoup de questions et va dépendre des classifications, l'espèce psychiatrique, eh ben, là, on l'a conçue uniquement dans une perspective clinique. On a vu que définir le normal et le pathologique, ça suffisait clairement pas. Ensuite, on a vu que les classifications, elles permettaient de comprendre un peu. On a des entités psychiatriques différentes en fonction de notre système de valeurs et de notre classification. Et ça a permis de comprendre qu'il y avait des espèces ou des entités psychiatriques qui sont traitées très différemment et qui sont relatives au temps, à l'espace, à la personne, aux chercheurs. Le problème, c'est que là, on a été dans un contexte clinique.
Mais en fait, en recherche, on a besoin d'une entité qui soit stable et qui permette de prédire. Donc en fait, si globalement avoir une entité mouvante, ça va en clinique, ça nous convient pour traiter, du moins pour traiter selon les traitements actuels, sans rentrer dans des traitements de précision ou de psychiatrie personnalisée. En recherche, par contre, ça suffira pas. Il faut pouvoir utiliser les anciennes informations pour créer des nouvelles informations, et ça, c'est prédire. Parce que faire de la science, c'est prédire. C'est expliquer, mais expliquer et prédire, finalement, revient à la même chose. C'est pouvoir donner des nouvelles informations grâce à un modèle, grâce à une théorie, grâce à des données actuelles. Alors, pour comprendre comment on va réfléchir, il faut voir qu'il y a des méthodes différentes en science, il y a des théories différentes en science, et il y a des modèles, donc des manières d'ordonner les données qui sont bien différentes. Donc c'était vraiment ce qu'on retrouvait dans ce plan, méthode, théorie et modèle. Alors maintenant on va donc concevoir la psychiatrie comme une activité de recherche. On va voir les méthodes, les théories et les modèles. Alors dans un premier temps, les méthodes. Il faut savoir que quand on dit méthode, finalement une méthode répond à une théorie. Quand on réfléchit, un psychanalyste n'utilise pas une IRM lorsqu'il reste dans son champ psychanalytique, et un neuroscientifique normalement, n'utilise pas l'histoire de la théorie lacanienne et les textes fondateurs de la psychanalyse pour faire un diagnostic ou faire avancer la recherche. Donc globalement, une théorie répond à une méthodologie. Or, il n'existe pas tant que ça de méthodologie. Les chercheurs en épistémologie en ont listé 7. Par exemple, on peut prendre le dernier style, le style expérimental. On va faire des expérimentations pour prouver que notre théorie est vraie. Ou l'avant-dernier, on va utiliser l'histoire de la clinique pour prouver que notre théorie est vraie. Donc là, on est plus, par exemple, dans la psychanalyse, mais peut-être aussi dans le DSM, qui s'appuie sur des signes et des symptômes historiques. Et puis, on peut utiliser, donc on remonte sur le 5e, le style statistique, on va utiliser les statistiques pour prouver que notre théorie est vraie. Donc vous voyez, des méthodologies, il n'y en a pas tant, et ça, c'est quand même assez pertinent de dire, en fait, on ne va pas pouvoir créer infiniment des modèles, puisque on va avoir des théories qui correspondent à certaines méthodologies. Même si, petit à petit, les progrès vont permettre d'affiner ces méthodologies, on restera globalement dans ces 7 cadres, dans ces 7 styles de raisonnement. Deuxièmement, avant d'aborder la partie sur les théories et les modèles, il faut comprendre que les théories, elles sont faites d'un ensemble de modèles. Lorsque vous avez une théorie descriptive, comme la psychiatrie actuelle est faite en clinique, eh bien elle utilise des modèles, par exemple un modèle de classification comme le DSM ou un modèle de classification comme la CIM. On a par exemple une théorie computationnelle qui va utiliser différents modèles computationnels. Un modèle, c'est donc comme une simulation qui va permettre d'ordonner les données. Cette diapositive est un peu plus complexe, mais pour ceux que ça intéresse, il faut comprendre qu'une théorie, c'est ce qui renvoie à un objet réel. Donc une théorie, c'est un rond, donc un petit rond qu'on voit sur le schéma de gauche, qui renvoie à un objet réel, à un gros rond. Un modèle, c'est qu'on peut avoir plusieurs modèles, donc plusieurs manières d'ordonner les choses pour le même objet. Globalement, on peut décrire l'univers en fonction de plusieurs modèles mathématiques. Ce sont les ronds ce sont les petits ronds qui se rapportent aux gros ronds sur le schéma de droite. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la philosophie des sciences, mais il faut comprendre que si on veut expliquer notre trouble psychiatrique, si on veut le justifier en recherche, et donc pouvoir construire des représentations utiles pour progresser en psychiatrie, on peut utiliser plusieurs schémas de preuve, plusieurs schémas d'explication. Soit on est réductionniste. Un réductionniste, c'est quelqu'un qui va dire « Oula, tout ce que vous voyez là en clinique, de toute façon, ça peut être réduit, ça peut être expliqué par quelque chose d'un niveau inférieur, par exemple le niveau biologique ou le niveau génétique. » Donc un réductionniste très radical va dire oh, « De toute façon, le trouble psychiatrique, c'est de la génétique. » Alors ça c'est un peu extrémiste, mais finalement on peut être réductionniste sans annuler les niveaux supérieurs. Le holisme, ça vient du grec holos, qui veut dire tout, et ben c'est ce qu'on apprend à l'étudiant en psychiatrie. On lui dit tu dois obéir au modèle biopsychosocial, tu dois considérer le biologique, le psychologique et le social, donc modèle biopsychosocial de Engel en 1977, et on avoue que ça n'a pas beaucoup évolué, parce que qu'est-ce qu'on en fait quand on considère ces trois? On n'en fait pas grand-chose, on prend les trois au même niveau, mais il n'y a pas un niveau qui est plus important qu'un autre. Et on va voir dans le pluralisme que c'est ça la différence. C'est que dans le pluralisme, on prend en compte les différents niveaux, mais on les trie.
on les hiérarchise, on en choisit certains qui sont plus pertinents en fonction de la question, qui sont plus pertinents en fonction du patient. Alors, on rentre uniquement dans le détail du pluralisme. On voit que le pluralisme scientifique, il est de différents types. Soit il est non intégratif, soit il est intégratif. Un pluralisme non intégratif, ça veut dire que les niveaux s'excluent les uns les autres. On va choisir un niveau qui nous convient le mieux, par exemple, pour répondre à notre question. Par exemple, on a le modèle du pluralisme paradigmatique. Alors ça, c'est pas en psychiatrie, mais c'est juste dire que lorsqu'il y a un grand paradigme psychanalytique pendant un siècle, eh bien, ce paradigme s'effondre, et il y a une nouvelle théorie qui apparaît. Donc on a un pluralisme théorique qui dit on accepte qu'il y ait de la psychanalyse, mais là le paradigme, c'est plus lui qui est en cours. C'est un paradigme, par exemple, neuroscientifique à ce nouveau siècle. Et donc, on a des pluralismes qui ne s'intègrent pas l'un et l'autre, finalement, entre les neurosciences et la psychanalyse. Et puis on a des pluralismes tachetés. Alors là, c'est une image qui est assez utile parce que ça nous permet de voir que une théorie, c'est une tâche. Et on va se situer dans une tâche, on va en choisir une en fonction de la question à laquelle on veut répondre. Par exemple, j'ai un patient qui me parle d'un événement traumatique dans l'enfance. Si je commence à convoquer la dopamine ou la sérotonine ou je ne sais quelle molécule donc appartenant à une théorie neuroscientifique, ça sera peut-être pas le plus pertinent pour traiter. Donc en fonction de notre question, on va se pencher sur une tâche, donc sur une théorie, en excluant les autres. Alors, c'est un pluralisme toujours, parce que ces tâches ne sont pas intégrées les unes aux autres, cependant, on accepte quand même qu'elles existent. Et puis, des pluralismes intégratifs. Alors là, le premier, il est saupoudré, parce que ce qu'on va faire, c'est pas choisir une tâche, mais on va choisir plusieurs niveaux. Donc on va dire, la dépression, ça s'explique quand même plutôt par des problèmes sociaux, et puis un petit peu par un problème psychologique, neurocognitif. Alors que la schizophrénie, c'est quand même beaucoup plus un problème biologique et génétique. Par exemple, ce ne sont que des exemples, et en fonction du laboratoire, du chercheur, de la question des progrès scientifiques, ce pluralisme saupoudré va pouvoir saupoudrer des niveaux d'analyse et des théories différentes. Et puis on a un pluralisme qu'on dit causal, c'est parce que chaque niveau, par exemple le biologique, va pouvoir agir sur le sociologique. Exemple, une personne addictive va avoir une génétique qui le prédispose à consommer plus facilement ou plus volontiers des toxiques, donc il va avoir une accoutumance, il va avoir un changement de comportement, ce changement de comportement va l'amener au bar, le bar va faire qu'il consomme plus, ça va changer sa biologie et donc sa génétique, etc. On voit que toutes les théories sont entremêlées. Alors, comme je le disais rapidement, les pluralismes non intégratifs ou tolérants, on les choisit parce qu'on a une attente. Épistémique, c'est le sens qu'on veut donner. En fonction du sens, la question à laquelle on veut répondre, on va choisir plutôt un niveau. Alors que dans les pluralismes intégratifs, on va essayer de chercher quel est le meilleur niveau. Donc une signature causale, quel est le hub épistémique, c'est-à-dire vraiment le niveau où tout va pouvoir s'expliquer, comme par exemple un goulot d'étranglement. Alors, au fond, quelle que soit la manière de concevoir le monde, c'est-à-dire d'utiliser une théorie, on va avoir plusieurs modèles. Donc c'est déjà ce que j'ai dit tout à l'heure, pour une théorie répond plusieurs modèles. Et là, on est vraiment dans la question des modèles et du pluralisme des représentations, ou pluralisme des modèles, c'est-à-dire on peut représenter le monde et on peut l'ordonner, on peut ordonner nos données sémiologiques ou même des données numériques, on peut imaginer, on peut les ordonner de différentes manières et bien sûr ça va répondre à une théorie. Alors comment ordonner ces données? Soit on peut utiliser le meilleur prédicteur. Donc ça, c'est que finalement on va dire, voilà, la schizophrénie, très bien, c'est un ensemble de signes et de symptômes. Mais mon modèle, pour prouver qu'est-ce que c'est la schizophrénie, je vais trouver le niveau d'explication du vivant qui l'explique le mieux. Par exemple, ce qui explique le mieux la schizophrénie, c'est une anomalie au niveau des synapses et de la communication glutamatergique, par exemple. Donc on va chercher ce qu'on appelle un prédicteur. Soit ce prédicteur il est diagnostique, c'est un biomarqueur, soit on va même chercher un prédicteur qui sert à traiter. Donc on dit que c'est un théranostique de l'association de thérapeutique et pronostic ou diagnostic. Et donc, on va chercher ça en fonction d'une méthode particulière, donc c'est les styles de raisonnement dont on parlait tout à l'heure, on a des styles, on en a 7, et on va utiliser un pluralisme
théorique d'une certaine sorte, soit saupoudrée, soit tachetée, soit causale, c'est-à-dire qu'on va faire des interactions ou pas entre les niveaux d'analyse. Alors quand on cherche un prédicteur, eh ben, il faut le justifier. Et si on va par exemple dire que la synapse est le meilleur prédicteur qui explique le mieux la schizophrénie, eh ben, il va falloir justifier ça. C'est-à-dire qu'on va justifier notre connaissance en la reposant sur des bases qui sont elles-mêmes justifiées. Par exemple, si on dit que la schizophrénie est globalement liée à une anomalie de la synapse, c'est ce qui explique le mieux la schizophrénie, donc c'est notre goulot d'étranglement, c'est notre meilleur biomarqueur, eh bien il faut déjà concevoir qu'on connaît des choses sur la synapse et on sait exactement comment fonctionne la synapse en elle-même. Le problème, c'est qu'il faut une réalité stable. Donc, ça veut dire que lorsque la science avance, il faut que le choix fait que la synapse explique le mieux la schizophrénie puisse rester toujours vrai, malgré l'avancement de la science. C'est-à-dire que même si on en connaît énormément plus sur le fonctionnement de la synapse et les mécanismes sous-jacents qui permettent sa constitution ou les interactions qu'elle a avec d'autres niveaux du vivant, malgré ça, ça soit toujours ce niveau qui soit le meilleur biomarqueur. Donc c'est une théorie fondationaliste, parce qu'on se fonde sur des connaissances qu'on a déjà. Deuxième modèle, deuxième manière de faire des modèles, c'est-à-dire deuxième manière de justifier, d'expliquer notre entité psychiatrique. Donc pourquoi, par exemple, le trouble du spectre de l'autisme peut être expliqué par une théorie, eh bien on va utiliser une approche qu'on dit cohérentiste en fait. On va partir du fait qu'on a une entité devant nous. On a une entité clinique qui est globalement l'autisme, fait d'un ensemble, par exemple, de critères, de signes et de symptômes selon le DSM. Lorsqu'on part de ça, on va l'étudier avec plein de méthodologies, les styles de raisonnement scientifique, et ces styles vont renvoyer bien sûr à une théorie, plutôt par exemple psychodynamique, ou un ensemble de théories si on se situe dans un pluralisme qui peut être tacheté, saupoudré, feuilleté ou causal. Comment on va justifier ça ? Eh bien on va le justifier de manière cohérentiste, comme on le voit avec ce petit puzzle, c'est que dans ce puzzle, eh bien, chaque brique, chaque pièce du puzzle, c'est un modèle. Dans la théorie de la cohérence, quelque chose est vrai quand il correspond bien aux autres choses que nous connaissons avec confiance sur le monde. En fait, Kendler, en 2015, il disait un diagnostic est réel dans la mesure où il est bien intégré dans notre base de données scientifiques accumulées. Pour reprendre l'exemple de l'autisme est bien ce qu'il est, il est justifié, il est expliqué dans la nature parce que toutes les autres connaissances scientifiques acquiescent, disent oui, ces signes ressemblent bien à de l'autisme. Lorsque l'on va chercher des anomalies biologiques, eh bien ça renvoie bien à l'entité autistique clinique. Lorsque l'on va chercher des anomalies d'interaction sociale, eh bien ça renvoie bien à l'entité autistique en clinique également. Alors, cette théorie de la cohérence, on l'appelle cohérentisme, c'est-à-dire nous avons une entité qui est expliquée, qui est justifiée parce qu'elle correspond à la réalité alentour, eh bien, on utilise des espèces pratiques et des espèces naturelles. Donc on l'a compris, cette espèce-là dont on parlait, c'est une pièce du puzzle. Cette pièce du puzzle, elle est expliquée par le fait qu'elle corresponde à autre chose dans la réalité. Cette autre chose, eh ben, faut le relier à la réalité. Faut relier l'espèce clinique à la réalité. Donc, par exemple, on va dire, oui, le trouble du spectre de l'autisme, c'est bien une entité valide que je peux utiliser en clinique, qui est bien quelque chose en psychiatrie qui me permet de construire mes modèles, parce que c'est validé par une entité extérieure à la clinique, une entité extérieure à ce recueil de signes et de symptômes. Et donc là, il nous faut ce qu'on appelle un validateur. C'est validé parce qu'il y a des validateurs. Être une entité réelle, comme l'autisme, c'est être connecté, entrelacé à la réalité scientifique du monde. Alors, j'ai présenté dans un premier temps ce qu'on appelle le fondationalisme, c'est-à-dire notre modèle, il fonctionne bien, on a bien de la schizophrénie, parce qu'on a un biomarqueur. Donc, vous voyez, l'entité schizophrénique, c'est l'ensemble des tâches dans les feuilles de l'arbre, et puis ce qui explique le mieux ce modèle, c'est parce qu'on a trouvé un bon biomarqueur, par exemple la synapse. Et ça, c'est le tronc de l'arbre. Donc on se fonde sur quelque chose qui est censé être solide.
et puis qui sont des connaissances qui sont là souterraines, qui sont censées être globalement stables, malgré le progrès scientifique. Alors voilà, cette théorie fondationaliste, elle est soumise quand même au fait que la science progresse, et du coup ce qu'on juge comme étant le meilleur biomarqueur à une époque donnée, pour un patient donné, selon une équipe de recherche donnée, c'est pas toujours vrai ailleurs ou dans un autre temps. Deuxième approche, le radeau, c'est le cohérentisme. Chaque poutre, par exemple une poutre peut être une pièce de puzzle, le trouble du spectre de l'autisme, ce trouble-là, il tient parce qu'il est relié aux autres poutres. Ça, c'est une approche cohérentiste. Alors quand on réfléchit, le DSM, il est assez cohérentiste, il utilise des validateurs. L'entité TSA est validée par un ensemble de mécanismes biologiques, familiaux, enfin il y a un agrégat familial, en fait il y a plusieurs validateurs qui ont évolué au fil des révisions du DSM, et c'est pour cela qu'on est d'accord qu'il y a une entité trouble du spectre de l'autisme. Alors, deux petits problèmes, c'est le fondationalisme dans le petit 1, on le base sur quelque chose qui devrait exister. Deuxièmement, ça pose un problème parce que finalement, on va aller essayer de justifier chaque chose et justifier un corps et un corps chaque fondement qu'on a trouvé. Comme je vous disais l'exemple de la synapse, il va falloir justifier que c'est la synapse, comment elle fonctionne, donc aller voir les mécanismes sous-jacents et on peut avoir une régression comme ça à l'infini. Troisième point, le cohérentisme, c'est qu'on explique notre pathologie, par exemple TSA, parce qu'il est cohérent avec les données du monde extérieur. Alors Kendler, qui est un psychiatre et généticien et qui a beaucoup réfléchi à ça, depuis quelques années se place très clairement dans une optique cohérentiste. Il dit, je cite l'argument de l'induction pessimiste, étant donné que de nombreux concepts scientifiques clés autrefois considérés comme vrais, les humeurs, l'éther, les épicycles, le phlogiston sont faux, comment croire à des entités définitives? J'avais donné l'exemple de la synapse. Donc il se place très clairement dans cette optique cohérentiste. Finalement, on a réfléchi sur les entités ou les espèces de la psychiatrie. Il y avait des modèles qui étaient cohérents, qui renvoient à plusieurs théories, parce qu'on veut valider nos diagnostics. Et finalement, la réponse de comment valider nos diagnostics, elle passe par l'interdisciplinarité. C'est parce qu'on prend en compte l'intégralité du monde scientifique, donc par exemple de l'épidémiologie, de la santé publique, des modèles computationnels, d'autres modèles ou d'autres théories même du champ scientifique adjacent à la psychiatrie. C'est pour ça qu'on va valider notre espèce ou notre entité psychiatrique. Deuxièmement, on peut avoir une approche que j'ai appelée fondationaliste, c'est-à-dire on essaie de trouver quel est le goulot d'étranglement ou le meilleur biomarqueur qui explique au mieux notre entité, et du coup, il faut aussi se renvoyer à un pluralisme de théories. C'est un peu le projet de la psychiatrie de précision, et ça, on espère, par l'approche computationnelle, pouvoir trouver quel est le meilleur biomarqueur. Au fond, on a quand même une entité qui ne cesse de bouger en fonction du chercheur, en fonction de la clinique, en fonction des progrès scientifiques, en fonction du temps, et il faut savoir que cette incertitude, elle reste quand même toujours présente. Ou autrement dit, la science avance, et il faut savoir faire avec pour avoir des espèces ou des entités psychiatriques qui sont dynamiques. Voilà. Donc on pense très fortement notamment aux modèles de stadification, qui sont actuellement en cours de développement. Alors pour résumer, on a vu dans un premier temps comment concevoir les entités psychiatriques selon l'activité clinique, donc définir normal et pathologique peut-être fournit des modèles insuffisants. On les regarde dans les classifications, on regarde qu'est-ce que c'est ces entités, entités, ces espèces au niveau pour chaque classification. Et puis dans un deuxième temps, on voit que dans la recherche, on a besoin d'avoir des prédicteurs, et donc on regarde les méthodologies employées, qui correspondent à chaque fois à des théories, et puis on s'aperçoit que en utilisant plusieurs théories, donc un pluralisme théorique, intégratif ou non, on peut avoir des modèles qui sont soit fondationalistes lorsque on cherche un goulot d'étranglement, soit cohérentistes lorsque on se base sur une espèce, sur une entité psychiatrique qui est cohérente avec le monde scientifique extérieur. Voilà, je vous remercie de votre attention.